Bonjour à toutes et à tous, je vous remercie d'intervenir sur cette table ronde. Pierre en a parlé rapidement. On va parler sur cette table ronde du label Relations fournisseurs et achats responsables. C'est un label qui a été créé en 2012. Il est porté par le médiateur des entreprises et le Conseil national des achats. Il s'inscrit au sein d'un véritable parcours français des achats responsables dans la continuité des 10 engagements de la charte relations fournisseurs responsables. Alors, ce label est adossé à la norme ISO 20400 et est porté par les pouvoirs publics. Et il traite spécifiquement de l'équilibre et de la qualité de la relation entre donneurs d'ordre et fournisseurs pour garantir des achats à impact positif, c'est-à-dire performance économique, compétitivité, critères sociaux et critères environnementaux, responsabilité et ancrage territorial. Nous avons effectivement organisé cette table ronde pour évoquer les apports de ce label, échanger sur la mise en place de ce label et les retours pratiques. Alors, pour cette table ronde, j'ai le plaisir d'accueillir Stéphane Beauvais, qui est chef de département politique publique à l'UGAP, Noémie Bernard, qui est chef de mission développement durable au ministère de l'Intérieur, Xavier Lallemand, qui est administrateur en charge de la performance achat responsable à l'APK, Nicolas Lallemand, qui est directeur de la commande publique unifiée des Yvelines et des Hauts-de-Seine, et Françoise Audolan, qui est responsable du pôle acheteurs, chartes et labels à la médiation des entreprises. Alors, première question, je vais me tourner vers Françoise. Françoise, le label a été créé depuis bientôt 10 ans maintenant. Pouvez-vous nous rappeler en quelques mots ce dont il s'agit? Quel est le lien avec le rôle du médiateur des entreprises et les enjeux qu'il représente pour les marchés publics? Oui, merci beaucoup Sandrine. Merci de votre invitation à cette matinale. Alors effectivement, le label, on l'a défini après avoir lancé la charte il y a une dizaine d'années. Et l'idée, c'était d'avoir un outil de mesure de la maturité des pratiques. C'est-à-dire que la charte, c'est je m'engage sur des principes. Donc, il y avait 10 engagements pour des achats responsables. Et le label, bah, c'est un stade où je démontre la maturité de mes pratiques par rapport à la mise en œuvre de ces principes d'achat responsable. Donc, c'est un outil à la fois complémentaire, mais assez radicalement différent, puisque là, il faut montrer patte blanche et il faut être capable d'accueillir un évaluateur tiers externe en ayant préparé son dossier de preuves tangibles. Alors, ce label, il a effectivement évolué. Comme vous le disiez, au moment où la norme internationale ISO 20400 a été publiée en 2017, donc le label s'est réformé pour intégrer toutes les recommandations de cette norme internationale, qu'on avait d'ailleurs contribué à alimenter et à élaborer. On a été très, très actifs dans ces travaux, mais en contrepartie, on a été enrichis par tous ces experts venus du monde entier et travaillant avec ambition pendant 3-4 ans pour élaborer une norme d'un bon niveau et une norme beaucoup plus descriptive sur les processus des acheteurs au quotidien. Donc ça a été un enrichissement très net, c'est-à-dire à la fois un enrichissement sur la nécessité d'un appui, d'un engagement de la direction générale comme prérequis à pouvoir mettre en place des achats responsables dans une organisation, et puis aussi donc un descriptif de la manière pour les acheteurs dans leur processus de mettre en place les choses dans le sourcing, dans les cahiers des charges, dans les critères de performance des fournisseurs, etc. Alors, il est ouvert à toute taille d'organisation, de tout secteur, le public comme privé. Donc, depuis le début,
On a eu des acteurs du public. Hein, je vais encore souvenir de cette candidature très forte du ministère des Armées, donc qui a été un des pionniers. Et puis derrière, on a par exemple le département des Hauts-de-Seine, hein, qui est avec nous ce matin, la région Centre-Val de Loire. Enfin, voilà. Donc les acteurs publics se sont reconnus aussi là-dedans. Alors, on est aussi un outil de service public, donc toute la documentation est librement accessible sur un site qu'on partage avec le Conseil national des achats, puisque c'est aussi l'affaire des acheteurs. Donc sur le site www.rfar.fr, vous avez un onglet sur la charte, un onglet sur le label, et puis je recommande pour ceux qui sont en quête de bonnes pratiques, d'aller aussi sur l'onglet publication, puisque là, ils verront à la fois recueil de la synthèse, en fait, du récapitulatif de toutes les bonnes pratiques délabellisées dans les talents d'acheteurs. Et puis, on a des groupes de travail thématiques quand il y a des sujets un peu difficiles où on s'entraide à plusieurs pour essayer de trouver les meilleures manières de faire. Donc, un label, c'est exigeant. Voilà, il y a forcément l'intervention d'un organisme d'évaluateurs tierce partie qu'on a agréé, qu'on a formé. Il y en a 8 aujourd'hui, donc vous avez le choix de trouver je dirais, la manière de faire qui vous convient le mieux. On a 61 labellisés à l'heure actuelle, dont un certain nombre d'acheteurs publics. Alors, je crois qu'un des apports, mais évidemment les acheteurs publics le diront peut-être mieux que moi, ça a été de se dire les acheteurs publics n'ont pas à s'occuper que de passer des marchés. Mais en fait, il y a tout un pan qui est la relation avec les fournisseurs, voilà, qui est un enjeu aussi et sur lequel ça vaut la peine de s'attacher à améliorer ces pratiques. Donc, souvent, les acheteurs publics je dirais, obtiennent assez facilement le label. Alors, je dirais que le sujet des délais de paiement peut être un peu challengeant pour eux, un peu comme pour les autres. Mais après, ils ont beaucoup d'armes qui favorisent qu'ils aient des bonnes pratiques. En revanche, je crois que ça les fait travailler sur la partie relations fournisseurs, qui n'était pas forcément quelque chose d'évident quand on croyait qu'on n'était qu'un passeur de marché. Voilà. Alors, j'avais prévu un petit slide. On pourrait peut-être le montrer pour Non, juste. là, je pense que là, déjà, on va passer à la deuxième question, parce que sinon, on va déborder dans notre table ronde. Je vais un petit peu bouleverser l'ordre de la table ronde, puisque Nicolas Lallemand a une contrainte en termes de timing. Il doit nous quitter à 10h20. Donc, je vais juste poser une question à Xavier Lallemand avant, et après, je reviendrai sur les questions qui a été prévues dans l'ordre. Donc, Xavier Lallemand, est-ce que rapidement, vous pouvez nous indiquer finalement, ce label, il s'adresse avant tout aux donneurs d'ordre, mais quel est l'intérêt et l'impact pour les fournisseurs qui répondent à des marchés publics? Bien, bonjour à tous, merci Sandrine. Alors, pour répondre à la question, le premier sujet que je trouve intéressant, c'est que ça change un peu les habitudes. On a l'habitude que les acheteurs exigent de la part des fournisseurs des certifications de produits, des certifications de services, et puis effectuent un certain contrôle. Et là, on se situe dans un principe qui est que l'acheteur lui-même doit s'imposer un certain nombre de contraintes et finalement rendre des comptes, Françoise l'a dit tout à l'heure, à quelqu'un qui va venir vérifier que c'est mis en œuvre. Donc je pense que pour un fournisseur, ça montre déjà que l'acheteur a conscience déjà de l'importance de ce genre de dispositif. Il y a une forme d'exemplarité qui est quand même à souligner et qui permet aussi à l'acheteur de se positionner comme j'ai des exigences, mais j'ai aussi mes contraintes et je sais les expliquer. Il y a à travers ce label aussi pour le fournisseur un engagement de fait de l'acheteur d'être en cohérence entre ses pratiques sur le terrain et puis ce qui est annoncé à travers le label, qui reprend parfois des choses de bon sens. Respecter les délais de paiement dans un contrat, ça devrait être normal.
Donc, cette capacité à s'engager sur une cohérence de pratique, ça permet aussi d'échanger. Et donc, un fournisseur peut plus facilement évoquer ce genre de sujet. Et puis, je l'ai dit, pour un fournisseur, c'est savoir que l'acheteur est contrôlé lui-même par un organisme qui vient mettre en avant, parce que bon, c'est toujours, la vraie vie est toujours un peu plus compliquée que les référentiels. Un fournisseur qui constate parfois des décalages ou des écarts n'ose pas toujours le faire, parce que en tant que fournisseur, on a moins cette habitude. Et là, ce qui est intéressant, c'est de savoir que ça va être opéré. Donc oui, il y a un vrai intérêt pour un fournisseur. Alors, merci Xavier. Donc là, je vais effectivement solliciter Nicolas Lallement pour lui permettre effectivement d'aller à sa réunion impérative juste après son intervention. Donc, on va passer là sur un témoignage pratico-pratique. Donc, bonjour Nicolas Lallement. Bonjour. Quel a été l'intérêt pour une collectivité locale d'entrer dans une démarche qui, au départ, n'était pas forcément spécifiquement destinée aux entités publiques et quel était votre objectif? Alors, je vais d'abord dire que moi, je suis arrivé au département des Hauts-de-Seine en 2019 et ça faisait déjà 2 ans, effectivement, que le département avait été à l'époque la première collectivité locale en France à disposer de ce label. Et c'est toujours, je crois, le seul département encore aujourd'hui qui dispose de ce label. Donc moi, j'ai pris un peu le en marche, si j'ose dire, mais là, on est en plein dans le travail autour de ce label, puisque on a été labellisé d'abord en 2017, on arrive maintenant en 2021 et on passe donc sur une nouvelle candidature. On passe du label Relations fournisseurs responsables au label Relations fournisseurs et achats responsables. Alors, le département des Hauts-de-Seine, c'est un département qui passe beaucoup de marchés. On a 217 marchés, on a 368 millions d'euros l'année dernière de dépenses. Donc, pour nous, le label, moi, j'ai un raisonnement très pragmatique, si vous voulez. C'est-à-dire que le label, pour moi, c'est un élément d'attractivité d'abord. C'est très important. C'est-à-dire que on a besoin, nous, des entreprises, des fournisseurs, pour accomplir nos missions de service public et d'intérêt général. Donc, sans les fournisseurs, effectivement, on ne peut pas accomplir ces missions. Donc, on a besoin que les fournisseurs aient une totale confiance lorsqu'ils candidatent à nos consultations. Ils se disent d'une part qu'ils ont autant de chances que les autres, effectivement, d'être retenus au stade de la consultation. Et puis, ensuite, qu'ils se disent qu'au cours du suivi d'exécution du marché, ils seront effectivement, si j'ose dire, traités équitablement. Moi, c'est le mot que je retiens à travers de ce label, c'est la notion d'équité. Voilà. Donc, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas forcément des conflits. Il arrive qu'on ait des situations de tension, des situations de conflit, mais on s'applique en effet un certain nombre de règles et on essaye aussi d'avoir une vision durable vis-à-vis des entreprises, vis-à-vis de notre écosystème, pour nous permettre vraiment de nous inscrire dans une vraie démarche, et je crois que c'est le cœur finalement aussi du label Relations fournisseurs responsables, c'est que ça s'inscrit dans une démarche globale de la professionnalisation de la commande publique. C'est vrai que la commande publique, historiquement, était une fonction très juridique. Ça devient de plus en plus une fonction où il y a toujours, bien sûr, des règles juridiques qui sont spécifiques à la commande publique, mais il y a aussi des techniques d'achat qui se mettent en place. Et dans ces techniques d'achat, il y a effectivement au cœur de ça la relation avec les fournisseurs. Donc, le premier intérêt, c'est d'abord cet intérêt vis-à-vis de notre image et vis-à-vis du fait que l'on ait vraiment plus d'offres et plus de fournisseurs qui candidatent à nos consultations. Et puis, l'autre intérêt, c'est effectivement, mais c'est sans doute votre deuxième question, c'est les actions concrètes qu'on peut mettre en place. Eh bien, tout à fait. Effectivement, vous venez d'expliquer, Nicolas, que vous aviez été tout d'abord en 2017 labellisé sur le label Relations fournisseurs responsables. Vous candidatez sur le label Relations fournisseurs achats responsables. Et du coup, c'est quoi les conséquences sur vos pratiques? Oui, alors les conséquences, si on prend déjà le label Relations fournisseurs responsables, ça nous a permis par exemple de créer
un médiateur des entreprises au sein du département. Donc, un médiateur qui a un rôle qui est effectivement d'éviter qu'on passe dans un niveau contentieux dans nos relations avec les entreprises, et c'est en quelque sorte désamorcer les éventuels conflits qui peuvent survenir. Donc ça, c'est très important. On a mis en place aussi des réunions fournisseurs où chaque année, et même la plupart du temps 2 fois par an, bon, ça a été un peu évidemment plus difficile dans le contexte de la crise sanitaire, même si on en a fait une en visioconférence comme votre conférence de ce jour au mois de janvier, à laquelle 500 entreprises ont participé, des réunions fournisseurs qui permettent au département, et alors on le fait maintenant avec les Yvelines en plus, puisqu'on a un projet de convergence avec le département des Yvelines en matière de commande publique, on présente la programmation des achats pluriannuels aux entreprises. Donc, c'est une grande réunion où effectivement, toutes les directions métiers, alors là, la dernière réunion au mois de janvier, c'était sur les bâtiments et les infrastructures, viennent présenter les grands projets du département. Et donc, ça permet aux entreprises d'avoir cette lisibilité. Ensuite, bien sûr, la conséquence, c'est qu'on a intégré, si j'ose dire, les objectifs du label dans notre politique d'achat et dans nos pratiques professionnelles. Moi, je suis arrivé donc en 2019, et en 2019, comme on a fait ce projet de convergence avec les Yvelines, on a revu tous nos processus. Et donc, dans nos processus qu'on a revus, on a insisté sur cette dimension de renforcer le suivi d'exécution. C'est-à-dire qu'on veut formaliser le suivi d'exécution, on veut le renforcer, on veut faire par exemple, pour les marchés les plus importants, une évaluation systématique tous les ans avec la direction métier et avec le fournisseur pour qu'on fasse vraiment le bilan de l'exécution du marché. Et puis on développe beaucoup aussi le sourcing. On développe le sourcing, ce qui est une manière aussi de se faire connaître, de contacter les entreprises. On a d'autres actions aujourd'hui qui viennent s'intégrer dans le cadre du label. D'une part, on développe les clauses sociales. On a un JIP qui s'appelle Activity qui permet d'apporter aux entreprises des personnes, de proposer aux entreprises des personnes en situation de précarité pour leur permettre de faire des heures d'insertion. Et donc, on a fait en 2020 92 000 heures d'insertion dans le cadre des marchés du département. On a dans 26% de nos marchés aujourd'hui des clauses ou des critères environnementaux. Donc, là encore, la RSE, je crois que c'est vraiment un point important de ce nouveau référentiel du label. On développe la RSE et on est de plus en plus présent et on fait de plus en plus dans nos pratiques ce qu'il faut pour y arriver. Merci Nicolas. Vous l'avez évoqué juste précédemment, un de vos objectifs était de donner confiance aux entreprises et de les inciter à candidater. Donc, avec le recul, est-ce que vous avez constaté que ça avait fonctionné et quels ont été les points déterminants pour inciter les entreprises à candidater? Oui, je pense que ça fonctionne, même si on souhaiterait toujours, bien sûr, améliorer les choses. Nous, on a mis dans notre tableau de bord stratégique aujourd'hui le nombre moyen d'offres qu'on reçoit par consultation. Aujourd'hui, on est environ, en 2020, on était environ à 4 offres en moyenne. On était à un chiffre plus bas avant. Donc ça, c'est effectivement, on a pu constater une progression. C'est vrai qu'il y a de nombreuses années en arrière, il y avait beaucoup d'offres. Il y avait effectivement malheureusement des déclarations sans suite pour cause d'infructuosité. Aujourd'hui, on n'est plus dans cette situation-là. Alors, bien sûr, il arrive parfois qu'on n'ait qu'une seule offre, il arrive parfois qu'on ait des consultations où il y a moins d'offres, mais je pense que globalement, on améliore les choses. On a fait aussi un gros effort sur effectivement les délais de paiement. C'est aussi un indicateur stratégique que l'on suit. Donc, bon, on a aujourd'hui des retours des entreprises qui sont plutôt positifs dans ce domaine. Et on voit qu'en tout cas, il y a effectivement
en moyenne plus d'offres. Si on prend 2021 par exemple, pour l'instant, on est à 5 offres en moyenne. Je disais qu'on était à 4 l'année dernière, là, on est à 5 offres en moyenne. Donc, on voit qu'il y a une progression. Donc, je pense que cet effort sur les délais de paiement, c'est quelque chose qui se sait. C'est quelque chose que les entreprises, voilà, pour lesquelles les entreprises sont satisfaites. Et donc, pour nous, c'est très positif parce que, encore une fois, ça nous permet d'avoir plus d'entreprises et donc aussi une concurrence plus importante et évidemment à la fin des offres de meilleure qualité et avec des prix aussi qui sont intéressants pour la collectivité. Merci beaucoup, Nicolas. Je vais revenir avec Françoise. Alors, je vous demanderai à chacun d'essayer de respecter les temps de parole parce qu'effectivement, il faut essayer de respecter notre timing. Du coup, Françoise, le sujet du label devient de plus en plus prégnant. Finalement, il y a une nécessité d'accélérer son déploiement. Notamment dans les achats publics. Alors, pourquoi? Oui, alors en fait, dans ce moment de relance, le fait que les achats publics soient éthiques et donnent confiance aux entrepreneurs, voilà, c'est une manière aussi de garnir les carnets de commandes de manière saine. Et donc, on a tout le soutien du gouvernement et notamment d'Olivia Grégoire qui s'est fortement engagée dans le cadre de l'économie sociale, solidaire et responsable. Et donc, qui a demandé de commencer par les achats des ministères à candidater au label. Et donc, il y a tout un travail d'accompagnement qui est fait pour accueillir ces candidatures d'ici fin 2022 pour 80% des portefeuilles achats des ministères. Alors, je pense que ça s'explique. Alors, on avait prévu 2 petits slides. Je ne sais pas si on pourrait en passer un. On n'aura pas le temps de les commenter, de les expliquer. Donc, par voilà. contre, voilà, je les enverrai à l'ensemble des participants suite à la conférence. Alors, notamment parce que donc il y en a un qui décrit l'architecture du label de manière à ce que on soit assez concret vis-à-vis de l'auditoire, parce que pour le moment, on parle d'un concept et donc ce slide permet de montrer les différents domaines. Alors, je vais juste les citer sans rentrer dans le détail des 15 critères après de l'évaluation, mais le premier, c'est l'engagement et la gouvernance de l'organisation dans une démarche d'achat responsable, donc, où, par exemple, on a le critère des objectifs RSE fixés par la direction ou de la prévention de la corruption, ce qui sont quand même des sujets assez clés dans la vie des affaires. Le domaine 2, les conditions de la qualité des relations fournisseurs. Et là, on a la partie professionnalisation dont Nicolas a parlé et également médiation, écoute de la voix des fournisseurs. Hein. Je pense que voilà, c'est vraiment une manière de faire attention à nos parties prenantes. Domaine 3, respect des intérêts des fournisseurs. Donc là, on retrouve par exemple le fait de respecter les délais de paiement ou d'avoir des clauses contractuelles équilibrées. Domaine 4, intégration de la responsabilité sociétale dans le processus achat. On parle par exemple du sourcing ou des spécifications RSE dans les cahiers des charges. Et domaine 5, l'impact des achats sur la compétitivité économique de l'écosystème. Et c'est donc voilà l'ancrage sur les territoires et la meilleure réponse, je dirais, à votre question sur l'actualité de cet engagement des achats publics dans les démarches de labellisation. Merci Françoise. Donc effectivement, on vous transmettra donc les slides qu'avait préparé Françoise et ensuite vous pourrez effectivement retrouver l'ensemble de la démarche sur le site du médiateur des entreprises. Alors, je reviens vers Xavier Lallemand. On a parlé beaucoup effectivement du label du côté des donneurs d'ordre. Pouvez-vous nous expliquer quel est l'intérêt et l'impact de ce label pour les fournisseurs, donc les opérateurs économiques qui répondent à des marchés publics?
Alors, sur l'intérêt et l'impact, j'ai déjà évoqué tout à Ah oui, l'heure. pardon, excusez-moi. On va passer à la deuxième C'est question. l'autre question. Je me suis mélangée dans les questions. Je peux en Les questions, répondre, je dirais la même chose. Voilà, non. C'est comment les fournisseurs, parce que j'ai tout inversé pour respecter le timing de Nicolas Laurent, c'est comment les fournisseurs peuvent-ils justement participer à cette démarche et aider les acheteurs qui sont engagés dans une démarche de labellisation. Désolée. Merci Sandrine. Alors, bon, ce qui est effectivement intéressant dans ce label, on l'a vu tout à l'heure, c'est que ça pose un cadre sur la relation entre les acheteurs et les fournisseurs. Mais finalement, ça ne va pas concerner que les acheteurs, puisqu'il y a notamment, Françoise a tout à l'heure évoqué les différents chapitres ou les différentes sections du référentiel. Il y en a un notamment qui s'appelle Intégration de la responsabilité sociétale dans le processus achat, et donc qui va porter un certain nombre de principes, mais qu'un acheteur ne peut pas porter seul. Donc, par exemple, il est demandé d'organiser une stratégie de sourcing responsable. Ça veut dire que il faut en face des fournisseurs qui s'organisent pour rencontrer les acheteurs en amont, réfléchir à ce qu'on pourrait mettre dans un marché en matière de plus-value environnementale, sociale, sur les différents sujets. Donc, voilà, donc ça veut dire s'être organisé un peu en amont pour aider l'acheteur dans ses réflexions. Et puis ensuite, bien évidemment, à partir du moment où on veut intégrer des critères RSE dans les cahiers des charges, qui est une des exigences également, il faut avoir des réponses, des solutions, il faut savoir les expliquer, et tout ça dans bien un esprit sourcing, c'est-à-dire préparer un marché, préparer des exigences. On n'est pas dans une logique de vendre un produit. Donc les fournisseurs qui sont plutôt organisés pour répondre au marché lorsqu'ils sont publiés, mais qui n'ont pas organisé cette réflexion amont, c'est plus complexe. Et puis, il y a d'autres aspects sur lesquels il faut avoir réfléchi. Il y a des aspects relatifs à l'appréciation du coût global, qui est aussi un des éléments de la réflexion en matière de RSE sur lesquels il y a une certaine technicité, il faut connaître et maîtriser ces chaînes d'approvisionnement. Et là, les fournisseurs sont ceux qui connaissent très bien leur sujet et donc peuvent participer. Et puis le dernier point qui est intéressant et important, c'est que les fournisseurs sont souvent eux-mêmes acheteurs. Et donc, à travers la réflexion sur le label, il y a aussi une volonté de finalement descente en cascade des exigences. Et donc l'acheteur, effectivement, va chercher à promouvoir un certain nombre de critères, mais il va attendre aussi de la part des fournisseurs qu'eux-mêmes, vis-à-vis de leurs propres fournisseurs, ils s'imposent aussi peut-être les mêmes exigences. Voilà. Merci Xavier. Donc là, je vais me retourner à Stéphane Beauvais, donc de GAP. Stéphane, vous faites partie des premiers labellisés. Et vous savez qu'il s'agit d'une démarche évolutive qui s'inscrit dans la durée. Donc, comment peut-on anticiper l'effort à faire et s'auto-évaluer pour mieux mesurer l'impact sur son organisation? Alors, bonjour à tous. La meilleure façon d'anticiper l'effort à faire, finalement, c'est de se dire que ce n'est pas un effort pour aller chercher le logo du label RFR, en fait. C'est d'abord un effort pour sa propre structure. Ça a été très bien dit par Monsieur Lallemand juste avant. Un des premiers effets du label, finalement, c'est l'attractivité pour que des fournisseurs de qualité proposent des offres de qualité. Et donc, ça fait partie, quelque part, finalement, de la stratégie de tout acheteur public de pouvoir de créer les conditions d'attractivité et qu'il ait donc des entreprises qui viennent l'aider à faire sa mission. Donc, cet effort pour le label, finalement, il se résume presque à un effort de chefferie de projet pour rendre cohérent l'ensemble des actions que l'on mène pour pouvoir remplir le dossier et finalement avoir une vision globale en interne de tout ce que l'on fait. Et sans label, peut-être que ces actions que l'on ferait de toute façon systématiquement seraient peut-être un peu dispersées. Là, au moins, ça donne une vision globale. Ça permet de rendre des comptes en interne et de rendre des comptes en externe. Mais l'ensemble de l'effort qui consiste à mener des actions pour être attractif vis-à-vis des entreprises, si on est cohérent, ça fait finalement partie déjà de la stratégie de la structure acheteuse. Donc, ça fait déjà partie de ce qu'elle aurait dû faire. Et donc, quelque part, ce n'est pas du tout un effort supplémentaire. Et ça, c'est assez cohérent d'ailleurs dans le label, puisque le label demande, dans les premières questions,
un alignement entre justement ce qu'on met dans le label et la stratégie de la structure. Ça fait vraiment partie quasiment de la première question qu'on vous pose. Donc, encore une fois, cette anticipation sur l'effort, quand on l'a bien intégré, à quoi ça sert? Et ça sert d'abord à soi-même. Finalement, ce n'est pas un effort supplémentaire. Et encore une fois, M. Lallemand l'a très bien expliqué sur le fait qu'il était même capable de mesurer que plus d'entreprises se battaient pour remporter ces marchés. Et pourquoi ces entreprises se battent? C'est parce qu'elles ont compris sur son département que les délais de paiement, qui sont effectivement l'arbre qui cache la forêt, sont un sujet bien traité, mais le reste, c'est-à-dire les discussions régulières avec les entreprises, les bilans, la compréhension de l'acheteur public pour des difficultés que pourrait rencontrer l'acheteur, les explications plus fines éventuellement des obligations contractuelles, tout ça, ce sont des éléments, entre guillemets, de bonne relation et qui vont aider finalement à bien vivre. Et quand un fournisseur sait qu'il va bien vivre sa relation avec l'acheteur public, il va avoir envie d'y revenir. Donc l'acheteur public fera mieux sa mission. Donc quand on est dans le CD, il s'agit de s'occuper de ses administrés. Quand on est dans le cadre de l'UGAP, pour nous, c'est l'enjeu finalement, c'est d'obtenir des offres de qualité à des prix compétitifs. Et donc la valeur ajoutée de l'UGAP, finalement, c'est la valeur ajoutée des fournisseurs qui remportent nos marchés. Et donc on a vraiment une raison de plus pour bien les traiter. Après, pour s'auto-évaluer, je pense qu'on peut le faire à peu de frais, puisqu'il y a une grille du label qui est quand même assez claire et partagée, et on peut très facilement, finalement, cocher dans chacune des cases ce qu'on fait déjà ou ce qu'on ambitionne de faire et qui va répondre sur la partie relations fournisseurs et sur la partie achat responsable. L'intérêt de l'auto-évaluation, c'est qu'encore une fois, on ne va pas vers le label juste pour avoir le logo du label. On le fait en général parce qu'on a sa propre culture de structure qui va là-dedans. Nous, c'était le cas. Et donc, en fait, on a certainement déjà des choses à faire, en tout cas à montrer pour le label, parce qu'on a une culture de bon traitement des fournisseurs, on a une culture d'intégration au fur et à mesure de la RSE de plus en plus dans les marchés. Et donc, l'auto-évaluation peut se faire, de mon point de vue, à peu de frais comme ça. En fait. Merci Stéphane. Pour vous, avec votre retour d'expérience, finalement, quelles sont les questions incontournables à traiter? Qu'est-ce qui a été finalement le plus complexe à intégrer et ce qui, avec le recul, vous a le plus apporté? Alors, c'est 3 questions dans une, mais je compte sur vous. Je vais répondre dans l'ordre inverse, en fait. La première chose, je l'ai déjà dit, c'est finalement, ça nous a imposé de mettre en place une forme de chefferie de projet, mais qui a permis de coordonner des actions qu'on aurait faites de toute façon, mais au moins, on a un plan d'attaque qui est, pour le coup, vraiment coordonné, visible, lisible et explicable à n'importe qui. Dans les questions incontournables, j'ai envie de focaliser sur une surtout, c'est finalement celle de l'alignement de la stratégie. Et nous, on voit bien que tout ce qu'il y a dans le plan d'action du label faisait déjà partie de la stratégie, mais au fur et à mesure, ça monte de plus en plus haut, finalement, dans les éléments stratégiques. Et donc, on prend par exemple ce que nous, on appelle les politiques publiques, mais qui finalement est un mélange entre ce qu'on fait dans le label et ce qu'on fait en partie RSE. Dans la prochaine stratégie du GAP, ce sera vraiment le premier chapitre, en fait. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est incontournable et qui, en fait, est en train de s'interpénétrer de plus en plus, qui va devenir complètement indissociable. Ça posera d'ailleurs des questions certainement de comitologie interne pour savoir comment on pilote l'ensemble, puisque tout est intégré maintenant, et donc ça ne sert à rien parfois de créer des comités supplémentaires. Après, ce qui est le plus difficile, j'allais dire, finalement, c'est ce qui reste toujours à faire devant nous. On est avec le label, on recandidate tous les ans, on a un suivi, enfin tous les 3 ans, pardon, et puis on a un suivi tous les ans. Donc on se réauto-évalue et on se fait évaluer tous les ans. Et le plus difficile est ce qu'on n'a pas réussi à faire et qu'on doit améliorer. Je vais prendre un exemple pour l'illustrer. Tout ce qui concerne la cartographie des risques, finalement, on a beau la faire une fois, on se rend compte qu'on n'a jamais fini de la faire. Et les derniers 18 mois qu'on a passés nous ont bien montré que parfois on avait éventuellement sous-estimé certains et que donc il faut régulièrement réinterroger l'ensemble des parties prenantes. Donc le plus difficile, c'est finalement de se dire que le tampon du label, le plan d'action du label, c'est pas une fois qu'on l'a fait qu'on est tranquille. On est un peu comme Charlie Chaplin, finalement, on a mis les doigts dans l'engrenage et on va continuer tout le temps dans le but de s'améliorer. Et presque le plus difficile, finalement, c'est de rester vigilant, de rester en alerte pour chercher tout le temps à s'améliorer. En fait. Merci Stéphane. Je vais me retourner vers Noémie Bernard du ministère de l'Intérieur. Donc, Noémie, le ministère de l'Intérieur s'est engagé dans la démarche relativement récemment. Donc, comment avez-vous réussi à convaincre
en interne de l'intérêt de s'engager dans cette démarche et quels en sont les bénéfices ou les avantages les plus percutants qui ont pu être mis en avant. Merci de me donner la parole. Donc, en fait, le ministère de l'Intérieur s'est engagé effectivement assez récemment dans la démarche, mais je tiens à souligner qu'on est signataire de la charte relations fournisseurs responsables depuis 2011, ce qui nous a permis en interne de formaliser des engagements en matière d'achat responsable notamment et de relations avec nos fournisseurs. Donc depuis 1 an, on s'interrogeait sur le fait de se lancer dans cette démarche qui est quand même une démarche assez importante à porter en interne. Et finalement, en février de cette année, on a dit bon bah on y va parce que ça nous paraissait vraiment important de rentrer dans cette démarche. Et en plus, finalement, on a anticipé la demande de Madame Grégoire qui demandait à ce que les ministères et notamment les plus gros acheteurs s'engagent dans la démarche. Donc voilà, tout concorde très bien pour nous et c'est tant mieux. Ce qui nous a permis finalement de vendre la démarche en interne, c'est le premier point le plus important, c'est qu'on est un très gros acheteur de l'État. Le ministère de l'Intérieur, c'est le 2e acheteur. On a un enjeu d'exemplarité vis-à-vis de nos achats qui est très fort. Il faut qu'on dépense bien l'argent qu'on a. Et donc, c'était un des arguments mis en avant, et notamment sur le fait qu'on a des achats très spécifiques au ministère de l'Intérieur liés à nos missions opérationnelles, où on va avoir des contraintes techniques très fortes. Donc, on va avoir besoin aussi de nos fournisseurs pour tout ce qui est innovation, pour tout ce qui est confort, usage, etc. Le fait que le ministère des Armées soit déjà labellisé, forcément, ça a été un critère un peu rassurant pour nous, de se dire qu'un ministère avec une envergure proche d'une autre pouvait aller vers cette labellisation, pouvait l'obtenir. Ça a été rassurant, d'autant qu'en plus, certains de nos fournisseurs historiques, et notamment le GAB, sont certifiés également, sont labellisés. Donc finalement, c'était aussi des critères que nous, on a mis en avant en disant, mais regardons autour de nous, c'est quelque chose qui prend, qui se développe, et nos partenaires le sont déjà, donc allons-y. Dans le volet relations fournisseurs, voilà, c'est aussi de s'assurer d'une bonne communication avec nos fournisseurs et de renouveler la confiance mutuelle qu'on peut avoir avec ces fournisseurs, comme je le disais, qui peuvent être des fournisseurs de matériaux très spécifiques et avec des prestations voilà, avec des contraintes techniques très fortes. Un autre argument, c'est aussi, et ça a déjà été dit, c'est de valoriser nos acheteurs. C'est-à-dire qu'on a un réseau d'acheteurs qui est très important au ministère de l'Intérieur, avec des compétences, des savoir-faire, et il faut qu'on arrive à valoriser ces personnes-là, sachant qu'en plus, on a fait un webinaire sur le label Airfare lundi pour en parler plus largement à tous nos collègues. Et ce qui a été dit, c'est qu'en fait, les acheteurs publics ont finalement la chance, même si c'est une contrainte, d'être soumis au code de la commande publique, ce qui fait qu'en termes de transparence, de déontologie, il y a déjà énormément de choses qui sont actées dans le code de la commande publique et qui finalement permettent aujourd'hui au ministère de l'Intérieur et aux structures de l'administration publique de se dire que sur une partie du label, on a déjà des choses, on fait des choses, et ça, il faut les valoriser. Et c'est dans l'idée justement de ne pas être modeste par rapport à ça et de rassurer nos acheteurs sur le fait qu'il y a tout un pan qu'on fait déjà aujourd'hui. Merci Noémie. Du coup, vous l'avez évoqué, il y a la charte, il y a le référentiel. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en fait quel a été le lien entre donc, votre réflexion sur la démarche de labellisation et la réflexion sur votre organisation et vos pratiques en matière d'achat? Comment avez-vous fait le lien? Alors, comme je le disais, donc ça fait un peu plus d'1 an qu'on s'interroge sur ce label, parce qu'en fait, en 2019, le service ministériel des achats du ministère de l'Intérieur a été créé. Donc, l'idée, c'était de mutualiser, de rassembler tous les acheteurs du ministère de l'Intérieur, que ce soit de l'achat force de sécurité et les achats plus classiques d'une administration au sein d'un même service pour optimiser la chaîne achat, pour voilà, permettre qu'il y ait plus d'échanges, de transversalité. On avait, à la création de ce service en 2019, fin 2019, un vrai besoin de cohésion, de cohérence, de transversalité qu'on n'avait pas forcément auparavant, en tout cas entre les achats, forces de sécurité et les autres achats.
finalement, il fallait qu'on arrive à trouver aussi à chacun un sens à notre service. Comment est-ce qu'on commence à travailler tous ensemble? Comment est-ce qu'on donne le sens? Et finalement, aussi, comment est-ce qu'on formalise nos processus? On a mis autour de la table, on est au sein du service des achats du ministère de l'Intérieur, on est à peu près 250 acheteurs. Comment est-ce qu'on travaille ensemble? Comment est-ce qu'on formalise nos process? Comment est-ce qu'on rentre dans une philosophie, dans une dynamique de service et plus comme avant de direction qui faisait ces achats? On a fait l'exercice, donc on a, à la création de notre service, fait une feuille de route pour le service pour les prochaines années. Et finalement, on a fait l'exercice de croiser les attendus du label Airphare et notre propre feuille de route et ce qui nous a permis de montrer qu'en fait les enjeux étaient très liés et que surtout ce besoin qui émanait des agents de créer de la transversalité, de donner du sens, de savoir comment l'autre travaille, finalement le label Airphare nous permet d'y répondre du fait qu'on doit formaliser tous ces engagements. Dans le même temps, la mission développement durable, qui a donc été rattachée à ce service des achats dès sa création en 2019, en fait, on a été rattaché à ce service parce que les demandes sont de plus en plus fortes en matière d'achat responsable. On a vraiment un enjeu avec les dernières lois qui sont sorties, je pense à la loi anti-gaspillage et économie circulaire, avec le dispositif service public éco-responsable également auquel on est soumis depuis février 2020. Finalement, on s'est rendu compte que l'achat, et ça fait longtemps qu'on le sait d'ailleurs, mais que l'achat, c'est le premier levier pour intégrer le développement durable dans une administration et c'est le premier maillon de la chaîne. C'est-à-dire que si l'achat est bien réalisé, en fait, après, ça roule. Il n'y a pas de souci de savoir comment est-ce que les effets vont être recyclés, etc., si on y a pensé dès la phase d'achat. Ce qui nous permet aussi, nous, d'accompagner les acheteurs dans l'intégration des critères, que ce soit les critères environnementaux ou sociaux, dans les marchés. C'est évidemment des questions qui sont un peu complexes, comme je disais, parce qu'on a des achats très spécifiques, mais on a aussi des achats plus classiques sur lesquels c'est beaucoup plus facile aujourd'hui d'intégrer des clauses sociales et environnementales. L'intégration des clauses dès l'achat nous permet aussi ensuite de dérouler des démarches plus globale d'éco-responsabilité. Je pense à l'économie circulaire notamment. Si notre achat est bien réfléchi au départ, si on réfléchit à la fin de vie de ce qu'on achète, c'est aussi rentrer dans ce processus et cette démarche d'éco-responsabilité, d'économie circulaire. Finalement, le label, il nous permet aujourd'hui, il va nous permettre, puisqu'on est en train d'y travailler, on a formalisé notre engagement, on a nos comités qui se réunissent, on implique de plus en plus nos acheteurs dans la démarche et nos prescripteurs également. Ça va nous donner une cohérence en fait à notre action de développement durable en y intégrant vraiment toute la chaîne, aussi bien dans l'usage, mais aussi dans l'achat et la réflexion au départ sur les besoins qu'on a en matière de fonctionnement du ministère de l'Intérieur. Merci Noémie. Alors, il nous reste 5 minutes sur la table ronde. Alors, Stéphane, une dernière question. On parlait justement des pratiques internes. Justement, sur vos pratiques, comment vous avez intégré les fournisseurs dans vos réflexions et sous quelle forme? Alors, la réponse était oui. On a, comme ça a été expliqué tout à l'heure, par exemple, par Monsieur Lallemand, on a des contacts très réguliers avec les fournisseurs pendant la vie du marché. Donc, on les rencontre, on fait le point. Il y en a qui sont programmés, il y en a d'autres qui ne sont pas programmés, ça dépend de la conjoncture. Le Covid nous a quand même amené à faire des rendez-vous souvent qui n'étaient pas programmés, mais pour régler des situations d'urgence. On a le sourcing qui, bien évidemment, de toute façon, alimente lui-même. Le sourcing, c'est ce que j'appelle, moi, la période d'influence positive vis-à-vis de l'acheteur. Les entreprises peuvent proposer des choses que l'acheteur va intégrer à ce stade-là. Son cahier des charges n'est pas gravé dans le marbre. Donc, c'est un élément extrêmement important pour tout le monde. C'est vraiment là où tout se joue de mon point de vue. Ensuite, il y a aussi des mesures qu'on peut faire. Donc, par exemple, nous, on fait des baromètres avec des tiers. Pacte PME fait des baromètres pour nous et ça nous permet de remonter ce que pensent nos fournisseurs sous une forme anonymisée. Donc, ils peuvent se libérer, se lâcher pour nous dire ce qu'ils pensent de nous. On interroge bien évidemment aussi en fonction de la complexité de ce qu'on veut lancer et des impacts économiques des filières, donc des interprofessions, des syndicats, pour leur expliquer ce qui va se passer, prendre leur avis, et puis aussi qu'eux-mêmes informent finalement
leurs adhérents, donc ça permet de toucher plus de monde. Et puis les dernières évolutions qu'on a, c'est qu'on commence à regarder aussi ce qui se passe dans les sous-traitants, c'est-à-dire les fournisseurs de nos fournisseurs. On fait nos propres baromètres pour savoir comment ils sont traités, c'est-à-dire qu'il faut qu'eux-mêmes soient bien traités, qu'ils aient les mêmes avantages que nous on apporte à leurs donneurs d'ordre, puisque ce sont nos propres fournisseurs. Donc ça, on a commencé déjà, on va sans doute l'étendre, de regarder comment ça se passe un peu plus bas. D'ailleurs, d'essayer de limiter, on ne veut pas des sous-traitances à 10 étages, on veut au contraire des sous-traitances qui s'arrêtent très tôt pour pouvoir mesurer les délais de paiement, parce que c'est souvent, encore une fois, l'arbre qui cache la forêt, mais même les qualités de relation entre le rang 1 et le rang 2, les échanges contractuels, qu'on n'envoie pas au front, finalement, des sous-traitants sans être préparés. Donc, c'est les 4 formes, finalement, qui nous permettent de récupérer les avis de nos rangs 1 et de nos rangs 2 et de les intégrer à chaque fois dans la construction de nos futurs appels d'offres. Merci Stéphane. Noémie, on parlait justement de cette relation avec les fournisseurs dans le cadre de cette démarche. Donc, pour vous, finalement, au ministère de l'Intérieur, qu'est-ce qui a le plus changé dans la manière d'acheter et dans vos relations avec les fournisseurs via cette démarche de labellisation? Alors effectivement, comme vous l'avez souligné, pour nous, ce qui a le plus évolué, c'est cette question d'ouverture aux entreprises et aux fournisseurs. C'est-à-dire que aujourd'hui, on sait que pour atteindre nos objectifs environnementaux et sociaux, on a besoin d'innovation, on a besoin de nouvelles techniques, de nouveaux matériaux, etc. De réfléchir sur ce qu'on a déjà aussi. On a des effets très spécifiques au ministère de l'Intérieur, je pense aux gilets pare-balles, c'est comment est-ce que demain on les rend plus éco-responsables, que ce soit dans leur production, mais aussi dans leur utilisation et dans leur fin de vie. Comment est-ce qu'on les recycle? Est-ce qu'on peut les recycler? Enfin voilà, c'est des questions qu'on se pose. Et là-dessus, on n'a pas, nous, la réponse seul, ministère de l'Intérieur. On a besoin d'aller vers nos fournisseurs pour savoir ce qu'eux peuvent nous proposer. Dans le même temps, c'est aussi de leur dire qu'on veut qu'ils travaillent sur ces aspects-là. Si on ne fait jamais part à nos fournisseurs de nos objectifs environnementaux, sociaux, etc., ils ne sauront pas qu'on a besoin demain d'avoir des équipements qui puissent être recyclables. Alors, ils anticipent également de leur côté, puisqu'ils sont soumis aux mêmes règles et je dirais aux mêmes enjeux de développement durable que nous. Mais voilà, je pense que ce partenariat gagnant-gagnant sur la question de la fin de vie des équipements, par exemple, est très important. Et finalement, ce label nous permet d'aller aujourd'hui beaucoup plus vers nos fournisseurs pour en discuter. C'est aussi des fournisseurs qui deviennent quelque part des partenaires. Alors évidemment, en respectant tous les principes de la commande publique, mais quand on est sur un marché qui dure 3 à 5 ans, on peut considérer que nos fournisseurs deviennent des partenaires et c'est des fournisseurs avec lesquels on peut travailler sur ces questions, anticiper des questions futures finalement, en se disant que c'est peut-être aujourd'hui qu'on doit travailler sur la fin de vie des équipements de demain, les nouvelles matières qui vont arriver, etc. Je ne vais pas m'étendre parce que je sais qu'on est un petit peu en retard, mais par exemple, aujourd'hui, on a un enjeu sur la matière aramide, qui est la matière anti-feu pour les pompiers, pour les tenues de maintien de l'ordre, etc., qui n'est pas recyclable aujourd'hui, qui n'est pas incinérable puisqu'elle est anti-feu. Donc, on sait aujourd'hui qu'on l'enfouit pour 10 000 ans. Donc, c'est comment est-ce qu'on travaille aujourd'hui avec nos partenaires. On est en train de construire un groupe de travail avec l'UGAP, avec des fournisseurs, avec des prescripteurs, pour savoir aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut proposer demain, qu'est-ce qu'on pourra demander demain à nos fournisseurs sur cette matière spécifique. Merci. Alors, il nous reste 10 minutes. Donc, si vous avez des questions, je vous incite à les poser pour qu'on puisse prendre 5 minutes pour répondre à vos questions. Donc, Françoise, dernière question. Une réflexion a été menée sur le label en lui-même pour le rendre plus accessible sans pour autant en dénaturer le sens et l'exigence. Est-ce que vous pouvez rapidement nous en dire un peu plus au sujet de cette simplification? Oui, alors merci beaucoup Sandrine pour cette question de prospective. Effectivement, Madame Olivia Grégoire nous avait demandé des propositions pour renforcer l'impact du label. Et parmi les propositions, en fait, c'est venu au fur et à mesure qu'on a fait les auditions et où on s'est dit, mais on parle d'un label qui encourage d'améliorer les pratiques, d'un label de progrès, qu'il y a le plan d'action. Et finalement, nous, on le donne ou on ne le donne pas. Et ça nous a semblé à un moment
je dirais pas très logique. Et du coup, dans une de nos propositions, alors c'est des travaux qui sont encore en cours, c'est de créer une graduation et de dire, eh bien, on pourrait reconnaître des niveaux or, argent ou bronze au labellisé. Donc, je dirais d'avoir quelque chose d'un peu plus progressif et subtil que de le donner ou pas le donner. Donc là, on est en train de travailler avec les évaluateurs agréés sur les critères pour que voilà, ce soit clair de dire pourquoi et comment quelqu'un serait bronze, argent ou or. Mais on comprend bien en fait que le bronze serait le premier niveau d'entrée dans le label. Très certainement aujourd'hui, on a des labellisés qui sont en fait de niveau bronze, donc encore je dirais, beaucoup de travail à faire sur leur plan d'action. Argent, bon, ils sont au milieu, et puis or, c'est ceux qui sont le benchmark et qui sont exemplaires. Et bien entendu, il y en a déjà à l'intérieur de la communauté des labellisés actuels, mais il y a une soif, je dirais, de benchmark. Hein. Cette communauté essaye de s'entraider pour améliorer ses pratiques, et du coup, nous, dans cette communication à l'avenir, eh bien, on va orienter de dire vers qui est-ce qu'on peut demander à ce qu'il nous soit un peu tuteur sur des sujets sur lesquels on est peut-être encore un peu faible. Donc voilà, c'est, je pense, quelque chose qui se mettra en œuvre, j'imagine, tout à fait début 2022. Merci Françoise. Xavier Lademont, une dernière question. Pensez-vous que le label pourrait devenir à terme un élément qui pourrait être pris en compte par des acheteurs comme une condition d'exécution de marché ou un élément d'évaluation de l'offre? Alors là, on est bien effectivement dans l'idée sur ces sujets-là de maîtriser l'ensemble d'une chaîne de fabrication ou d'approvisionnement, hein, puisque en tant qu'acheteur, on s'adresse à un fournisseur, mais que derrière ce fournisseur, il y a un certain nombre d'autres acteurs sur lesquels on a moins de maîtrise. Donc effectivement, l'idée, c'est de se dire, est-ce que demain, en tant qu'acheteur, bon, je peux être moi-même labellisé, mais est-ce que je pourrais exiger de mes fournisseurs qu'eux-mêmes soient labellisés sur leur relation avec les fournisseurs? Là, ça pose la question déjà sur le cœur même du référentiel, du lien avec l'objet du marché, de la comparabilité des différents critères entre entreprises. Et aujourd'hui, le label comporte à la fois des exigences qui sont des exigences très précises, et puis il comporte également des exigences qui sont plutôt de l'ordre du système de management, de l'ordre du mode de fonctionnement, et là, forcément, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, dans les évolutions peut-être et potentielles du label, il faudra effectivement savoir différencier ce qui sont des critères qu'on peut intégrer comme une exigence ou une condition d'exécution de marché, et puis ce qui est de l'ordre de la démarche, mais finalement qui ne permet pas de considérer qu'une entreprise doit être mieux évaluée qu'une autre sur le seul sujet de la démarche. Et l'autre aspect qui me semble important dans un label, c'est qu'un label, c'est à la fois des engagements, ça c'est important, mais c'est également des modes de preuve et du contrôle de la réalité. Et là, on peut aussi penser que l'intérêt d'un label, c'est aussi à un moment qu'on puisse s'affranchir en tant qu'acheteur de l'ensemble des contrôles détaillés de ce qu'on dit, parce que on considère que le labellisateur, l'auditeur, qui a été dit tout à l'heure plusieurs fois, qui vient vérifier et suivre une fois par an l'entreprise, il vient vérifier ces différents points, notamment peut-être sur le respect des conditions de fabrication ou de travail sur l'ensemble de la chaîne, la réalité des propres certifications du fournisseur ou de ses chaînes d'approvisionnement. Donc ce volet-là également de comment, à travers un label, je peux m'affranchir en tant qu'acheteur d'effectuer un certain nombre de contrôles parce que je m'appuie sur le label, est à mon avis également un point important. Merci Xavier. Donc il nous reste quelques minutes pour répondre aux questions. Alors pour l'instant, je n'ai que des remarques positives, je n'ai pas de questions. Donc effectivement, on m'a demandé le lien pour aller regarder la démarche. Voilà, donc alors si vous avez des questions, c'est le moment ou jamais de les poser, puisque nous en arrivons au terme de notre table ronde. Alors j'attends quelques minutes. Alors, question, peut-être une question pour Françoise.
Quel est le premier pas concrètement pour aller vers le label? Alors, aujourd'hui, dans le parcours, qui était une expression que vous aviez utilisée tout à l'heure, là, je dirais, je recommande de faire l'autodiagnostic. Donc, voilà, je crois que c'est une manière de s'approprier et que ça devienne moins mystérieux, que ce soit plus concret. Donc, il y a un questionnaire d'autodiagnostic qui, pour le moment, est déposé sur le site avec le Conseil national des achats www.rfar.fr et qui sera bientôt dans une version enrichie, déposée sur la plateforme Impact qu'avait lancée Olivia Grégoire. Donc, l'autodiagnostic, voilà, ça permet de commencer à faire le tour des différents services pour répondre aux choses et puis de voir quelles sont les questions majeures et de se dire ah bah tiens, finalement on fait déjà des choses, c'est rassurant, ou de se dire ah oui, là il va falloir un peu qu'on y travaille. Voilà, donc ça va permettre de structurer la démarche et de mesurer l'ampleur soit de la maturité, soit du challenge. Et puis la deuxième étape qu'on recommande, c'est de signer la charte. Donc la charte, là aussi, on va la faire évoluer très, très prochainement. Elle va s'aligner sur le label et elle est enrichie par rapport à la charte qu'on proposait depuis 2010 sur son chapitre mise en œuvre. Voilà, donc c'est un peu normal puisque c'est ce passage des principes aux pratiques. Et ça vous permet d'entrer dans la communauté des signataires de la charte. Donc après, vous êtes dans nos listes, vous êtes identifiés. On vous envoie les informations, on vous invite au groupe de travail, au comité de pilotage, aux enquêtes qu'il y a à mener sur tel ou tel thème. Voilà, donc vous entrez du coup dans cette communauté économique qui est engagée dans la démarche et tout le monde apprécie en fait de profiter des retours d'expérience des autres pour s'entraider. Merci Françoise. Une autre question, alors je sais qu'elle est finalement assez complexe à répondre, c'est quelle est la durée moyenne du processus de labellisation? Ah, alors, oui, effectivement, ça dépend d'où on parle. Bon, vous voyez, le ministère de l'Intérieur nous a expliqué hein, qu'il y a tout un travail en amont et puis, voilà, il y a la partie visible de l'iceberg après. Alors, il y a des critères qui facilitent, c'est-à-dire quand on est déjà… quand on maîtrise déjà des systèmes de management, qu'on est déjà certifié, type ISO 9001, 14001, du coup, on sait accueillir des évaluateurs, on sait comment préparer son dossier de preuve, etc. Ça va faciliter. Évidemment, quand on est déjà à un degré de maturité, d'achat responsable, obtenir le label, ça va devenir un peu plus une sorte de formelle reconnaissance d'un état de l'art déjà acquis. Voilà, donc tout dépend un peu d'où on part. Je dirais au minimum, il faut avoir nommé ce chef de projet, comme le disait Stéphane Beauvais, pour préparer le dossier de preuve tangible. Donc, voilà, certaines organisations sont extrêmement décentralisées, n'ont pas eu l'habitude de capitaliser sur leur retour d'expérience et du coup, il y a déjà toute une recherche d'informations à l'intérieur, mais après, ils en deviennent très, très riches quoi, d'avoir ce centre documentaire, ce centre d'expertise. Hein, je me souviens que c'était le retour d'expérience de la SNCF. Voilà, donc il y a ces contextes d'organisation qui vont faire la différence. Je pense que le chef de projet, il met quand même au moins 2 ou 3 mois, au moins pour préparer tous les éléments, accueillir l'évaluateur. L'évaluateur va mettre à peu près 1 mois pour faire l'analyse documentaire, faire les quelques interviews, rédiger son rapport. Après, on a le plan d'action à soumettre. Ça passe au comité d'attribution. Alors, ça peut passer bon du premier coup. Parfois, le comité d'attribution va avoir besoin d'informations complémentaires ou va mettre un peu la pression pour renforcer le plan d'action. Je dirais que c'est sans doute à minima un processus qui va durer 6 mois. Voilà. Mais certains se préparent pendant 2 ou 3 ans parce que le label leur permet de structurer leur démarche. Et donc là, il y a tout ce travail en amont qu'on ne voit pas forcément au niveau du comité d'attribution, mais je sais que ça a lieu dans les organisations. Merci Françoise. Alors, en 30 secondes, Xavier Lallemand, le label, une autre question, le label ne devient-il pas un peu incontournable avec l'application des dispositions de la loi climat et résilience?
ce qui va être incontournable avec ces dispositifs, mais les dispositifs ne font qu'acter un objectif et une ambition déjà affichés depuis longtemps. Ce qui va être incontournable, c'est de mettre en place dans ses processus achats et dans sa manière d'acheter de plus en plus des éléments liés à l'intégration des critères RSE, environnementaux, sociaux et pratiques légitimes, si vous voulez. Donc, le label, finalement, est un bon moyen d'anticiper petit à petit l'entrée en application de ces différents critères. D'ailleurs, c'est un point que nous évoquerons à la conférence à l'IFTM que tu as évoqué tout à l'heure, donc la semaine prochaine, je crois que c'est jeudi soir. Effectivement, dans les pratiques achats et notamment dans les marchés publics, mais ça va s'étendre à l'ensemble des entreprises, construire son marché en ayant intégré, en ayant réfléchi en amont sur comment avoir des achats entre guillemets plus vertueux ou avec un impact mieux maîtrisé à la fois sur l'environnement social mais également l'économie. C'est le sens de l'histoire et la loi ne va faire que finalement ramasser les derniers qui n'y seraient pas allés à temps. Voilà. Merci beaucoup. Donc, je vais terminer l'enregistrement de cette conférence.